Bienvenue sur Journal Stoïcien. Ici, nous transformons la philosophie en une façon de vivre. Avant de plonger dans cette réflexion, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce chemin de sagesse et de force intérieure. Il y a quelque chose de discrètement puissant dans la manière dont nous choisissons de nous porter dans le monde. Cela ne produit aucun bruit, et pourtant cela résonne dans chaque partie de notre existence. On le remarque dans la façon dont une personne entre dans une pièce, dans le calme de son regard, dans la manière dont elle affronte l'incertitude sans vaciller. Cette présence ne vient pas d'une connaissance exacte de ce qui va se produire, elle naît d'une conviction. C'est la décision d'agir comme si tout allait s'arranger, même avant d'en avoir la preuve. Les stoïciens avaient compris cela bien avant nous. Marc Aurèle écrivait que l'esprit façonne sa propre réalité, que la véritable force ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'attitude que nous adoptons face à eux. Vivre comme si tout finissait toujours par s'arranger n'est pas une illusion, c'est une discipline. C'est le choix de privilégier le courage plutôt que la peur, la résilience plutôt que le désespoir, la confiance plutôt que l'hésitation. Et ce choix, répété jour après jour, transforme une existence entière. Si tu fais partie de ceux qui souhaitent marcher avec ce calme intérieur et cette force tranquille, si tu veux cesser d'attendre une certitude qui ne viendra jamais et commencer à vivre avec clarté, alors engage-toi pleinement. Ne le fais pas seulement pour suivre cette chaîne, mais pour t'engager envers ta propre croissance, ta propre philosophie, ton propre soi inébranlable. La croyance est invisible, et pourtant elle influence silencieusement chaque aspect de notre vie. Tu ne peux pas la tenir dans ta main, tu ne peux pas la mesurer avec un instrument, mais tu peux ressentir sa présence dans chaque pièce où tu entres. Tu l'entends dans le ton de la voix de quelqu'un, selon qu'il parle avec doute ou avec une certitude tranquille. Tu la vois dans la posture d'une personne, épaules alourdies par la peur ou relevées par la résilience. Tu la remarques dans la manière dont une personne aborde un défi. Soit elle recule, attendant que le coup tombe, soit elle se penche en avant, prête à s'adapter et à répondre. Deux individus peuvent traverser la même tempête, et pourtant leurs vies se dérouleront de façon radicalement différente. L'un reste prisonnier de l'hésitation, remettant en question chacun de ses gestes, tandis que l'autre s'adapte, essaie, apprend et continue d'avancer. La différence n'est pas une question de chance, ni une question d'intelligence supérieure. La différence, c'est la croyance, l'histoire que chacun porte en lui en entrant dans la tempête. Cette histoire, même invisible, crée des conséquences bien réelles. Une personne qui croit qu'elle est condamnée à échouer commence à agir d'une manière qui renforce cet échec. Elle ne tend pas la main, elle ne frappe pas aux portes, elle cesse de chercher la possibilité d'un avenir meilleur. Ce n'est pas parce que le monde lui est fermé, mais parce qu'elle a cessé d'essayer d'en tourner la poignée. À l'inverse, celui qui porte en lui la conviction que les choses finiront par s'arranger traverse la même situation de manière différente. Il reste un peu plus longtemps dans la conversation. Il réessaie quand sa première tentative tombe à plat. Il n'interprète pas le rejet comme une impasse, mais comme une redirection. Pense à la fréquence avec laquelle tu as déjà observé cela dans ta propre vie. Peut-être as-tu vu deux personnes traverser le même revers. La perte d'un emploi, la fin d'une relation, l'incertitude face à l'avenir. L'une devient amère, convaincue que l'univers l'a choisie pour souffrir. L'autre, bien que tout aussi ébranlée, décide d'y voir un tournant, une ouverture, vers une nouvelle porte, même si elle n'en distingue pas encore les contours. Quelques mois plus tard, leurs chemins n'ont plus rien en commun. L'une reste enfermée dans la douleur de ce qui a été perdu, tandis que l'autre découvre des possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginées auparavant. Les circonstances n'ont pas changé. Ce qui a changé, ce sont leurs croyances. Ce qui rend la croyance si puissante, ce n'est pas qu'elle garantisse un résultat, elle ne le fait pas. Car la vie est bien trop imprévisible pour cela. Ce que la croyance transforme, c'est ton attitude face à l'incertitude. Une personne qui croit qu'elle va échouer verra dans chaque difficulté une confirmation de son échec, tandis qu'une autre, convaincue qu'elle peut trouver un chemin, percevra la même difficulté comme une mise à l'épreuve de son ingéniosité. Sénèque nous le rappelait, ce n'est pas à cause des événements eux-mêmes que nous souffrons, mais à cause de la manière dont nous les percevons. La croyance change ce regard, et, ce faisant, elle change aussi la manière dont nous souffrons, dont nous grandissons et dont nous nous relevons.
Il est facile de sous-estimer cela, car la croyance est silencieuse. On ne peut pas la voir comme on voit l'effort. On ne peut pas la compter comme de l'argent sur un compte en banque. Et pourtant, elle est là, déterminant même si l'effort sera fourni, déterminant même si les opportunités seront reconnues. La croyance est l'architecte du comportement. Elle dessine discrètement notre façon de réagir aux épreuves, de prendre des risques ou de persévérer. Et ce plan, répété au fil du temps, devient le véritable schéma d'une vie. Si tu repenses à tes propres moments de bascule, tu découvriras sans doute que la croyance s'y cachait au centre. Peut-être était-ce un instant où tu as osé essayer, même sans te sentir prêt. Peut-être était-ce un moment où tu aurais pu abandonner, mais où tu t'es plutôt dit, voyons où cela peut me mener. Ces décisions n'ont pas été prises à partir d'une certitude. Elles sont nées de la croyance, cette voix invisible mais puissante, qui t'a murmuré d'avancer malgré tout. Et parce que tu as osé le faire, tu as créé quelque chose de concret. Un résultat, un souvenir, une preuve que tu pouvais emporter avec toi vers ton prochain défi. C'est pourquoi la croyance n'est jamais un simple souhait naïf. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, ni une façon de faire semblant que les problèmes n'existent pas. C'est une stratégie, c'est la fondation de la résilience et de la persévérance. C'est le choix de te donner quelque chose de solide sur quoi t'appuyer avant même que le sol n'apparaisse sous tes pieds. Platon disait, le commencement est la partie la plus importante de l'œuvre, et la croyance est ce commencement. C'est l'engagement intérieur qui met tout le reste en mouvement. Alors, lorsque tu te trouves hésitant au seuil de quelque chose de nouveau, lorsque la peur te murmure que tu n'as pas assez de preuves, souviens-toi de ceci. La preuve viendra plus tard. La croyance vient d'abord. Il ne s'agit pas d'attendre une garantie, mais de cultiver un état d'esprit qui te permette d'agir sans en avoir une. Car une fois que tu commences, une fois que tu fais ce premier pas, les preuves que tu cherchais commencent à apparaître, morceau par morceau. De cette façon, la croyance devient autoréalisatrice, non pas parce qu'elle plie le monde à ta volonté, mais parce qu'elle te transforme en quelqu'un capable d'affronter le monde autrement. Voilà pourquoi le pouvoir invisible de la croyance n'est en réalité jamais totalement invisible. Il se manifeste dans tes actions, dans ta présence, dans ta résilience. Il se manifeste dans la manière dont les gens sont attirés par toi, non pas parce que tu promets la certitude, mais parce que tu te comportes comme si tu faisais confiance au processus, comme si tu savais que tu trouverais une issue. La croyance est le signal silencieux qui indique aux autres que tu restes ancré, même en pleine tempête. Et lorsque tu vis depuis cet endroit intérieur, tu ne transformes pas seulement tes résultats, tu transformes la manière même dont tu expérimentes ton voyage. Nous sommes tous des conteurs d'histoires, même si la plupart d'entre nous ne s'en rendent pas compte. Dès l'instant où tu ouvres les yeux le matin, ton esprit commence à tisser un récit. Qui tu es, où tu vas, ce que cette journée signifie pour toi. Cette histoire n'est pas écrite à l'encre, mais elle n'en est pas moins puissante pour autant. Elle joue en arrière-plan comme une bande sonore invisible. Elle guide tes pas, façonne tes décisions et définit en silence ce que tu crois possible. Et voici ce qu'il y a de remarquable. Ton cerveau ne débat pas avec l'histoire que tu lui racontes. Il l'accepte. Il prend les mots que tu te répètes et les traite comme des vérités, qu'ils soient limitants ou libérateurs. C'est pourquoi la véritable question n'est pas de savoir si tu racontes une histoire, mais plutôt, quelle histoire racontes-tu? Est-ce celle qui t'enferme ou celle qui t'ouvre la voie? Réfléchis à ceci. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et pourtant l'interpréter de façon totalement opposée. L'une perd son emploi et se dit « C'est la fin, je n'étais pas à la hauteur, la vie est injuste ». L'autre perd également son emploi et se dit « C'est une ouverture, une chance de reconstruire, un coup de pouce vers quelque chose de meilleur ». L'événement en lui-même est neutre. Ce qui lui donne un sens, c'est l'histoire. Et cette histoire dicte les comportements. Celui qui se croit voué à l'échec se repliera, hésitera et évitera les opportunités. Celui qui croit que cet échec est une marche vers autre chose prendra des risques, se présentera différemment et finira par créer du nouveau. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. L'histoire que tu choisis est précisément l'endroit où commence ce pouvoir. »
Réfléchis aux histoires que tu t'es répétées à toi-même. Peut-être te murmures-tu. Je ne suis pas le genre de personne qui réussit dans ce domaine. Peut-être t'es-tu convaincu que tu n'as pas de chance, ou que les opportunités ne sont pas faites pour toi. Avec le temps, ces phrases ne restent pas de simples mots. Elles deviennent une lentille à travers laquelle tu observes la vie. Ton cerveau commence alors à chercher des preuves pour confirmer ce récit que tu lui as donné. Tu crois que tu es malchanceux. Très bien. Il va te montrer des exemples qui renforcent cette croyance. Ce n'est pas ton esprit qui tente de te saboter, c'est lui qui accomplit sa fonction, créer de la cohérence, bâtir un monde qui semble logique en fonction de l'histoire que tu as déjà écrite. C'est pour cela que changer ton histoire est l'un des actes les plus puissants de maîtrise de soi. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais réécrire le sens de cette réalité. Lorsque quelque chose de difficile survient, ton cerveau pose immédiatement une question. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu as déjà décidé que la vie est contre toi, la réponse ne fera qu'amplifier le désespoir. Mais si tu portes en toi la croyance que les choses travaillent en ta faveur, même si tu ne vois pas encore comment, alors le même événement devient un carburant pour ta croissance. Sénèque nous le rappelait. Une pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, ni un être humain perfectionné sans épreuve. Si l'histoire que tu choisis inclut cette vérité, alors chaque difficulté devient une partie de ton affinage. Tu peux sans doute te souvenir d'un moment où un simple changement de récit a tout transformé pour toi. Peut-être faisais-tu face à un rejet qui t'avait brisé, jusqu'à ce que tu le reformules comme une protection contre un mauvais chemin. Peut-être étais-tu coincé dans un défi qui te paraissait insupportable, jusqu'à ce que tu commences à le voir comme un entraînement plutôt qu'une punition. La situation extérieure n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'était l'histoire. Et avec elle, ton énergie, ta persistance et ta capacité à avancer. C'est pourquoi les stoïciens se rappelaient souvent que les événements ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, c'est notre interprétation qui en décide. Et ces interprétations ne sont rien d'autre que les histoires que nous avons choisi de croire. Mais les histoires ne concernent pas uniquement les revers, elles façonnent aussi ton identité. Si tu te répètes que tu es une personne qui n'achève jamais rien, tu finiras par agir de façon à confirmer ce récit. Si tu crois, au contraire, que tu es une personne ingénieuse et adaptable, tu en feras la preuve dans les moments qui comptent. Le récit que tu portes en entrant dans une pièce parle avant toi. Il s'entend dans ta posture, dans ton ton, dans ta volonté d'essayer. Et avec le temps, ces signaux subtils influencent la manière dont les autres réagissent à toi. La croyance devient comportement, et le comportement devient réputation. Épictète disait, dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu dois faire. Lorsque tu choisis un récit aligné avec la personne que tu veux devenir, tes actions commencent naturellement à suivre ce chemin. Mais voici où beaucoup de personnes se retrouvent piégées. Elles croient que l'histoire qu'elles ont héritée est celle qu'elles doivent continuer à vivre. Peut-être qu'un parent leur a dit qu'elles n'arriveraient jamais à rien. Peut-être qu'un professeur a douté de leur capacité. Peut-être que la peur de quelqu'un d'autre s'est projetée sur elles, et qu'elles l'ont portée comme si c'était la leur, sans même s'en rendre compte. Leur histoire est devenue ton histoire. La vérité pourtant, c'est que tu as toujours le droit de modifier ton récit. Tu as toujours la possibilité de décider quelles paroles seront répétées et lesquelles seront rejetées. Les histoires écrites par d'autres ont être façonné ton passé, mais toi seul peux écrire le scénario de ton avenir. N'idéalisons pas, ce n'est pas simple. Les histoires sont collantes. Plus tu les as répétées longtemps, plus elles te semblent familières, même quand elles te blessent. Ton cerveau préfère ce qui est connu, car cela lui paraît plus sûr. Voilà pourquoi le doute de soi semble étrangement naturel, tandis que la confiance en soi paraît souvent comme un effort forcé. C'est là que croyance et récit se rejoignent. Lorsque tu choisis d'agir comme si tout finissait toujours par s'arranger pour toi, tu ne te mens pas. Tu offres à ton esprit un nouveau récit auquel se rattacher. Au lieu de murmurer « Je n'y arriverai jamais », tu dis « Ceci n'est qu'une étape du processus, et je trouverai un chemin ». Au lieu de penser « Je suis maudit par la malchance », tu reformules « La vie est en train de me rediriger vers quelque chose de meilleur ». Ce ne sont pas de vaines affirmations. Ce sont de nouveaux scripts, conçus pour orienter tes actions autrement. Et avec le temps,
Il crée des résultats qui viennent renforcer ta croyance. Imagine quelqu'un qui construit une entreprise. Au premier stade, rien n'est certain. Une personne se dit, voilà la preuve que je ne suis pas fait pour ça. Alors elle cesse d'essayer. Une autre se dit, c'est la preuve que j'apprends ce qui ne fonctionne pas. Alors, elle continue. Laquelle, selon toi, finira par réussir? Pas seulement grâce au talent ou à l'intelligence, mais grâce au récit qu'elle a choisi d'habiter. Les personnes les plus inspirantes que tu connaisses, celles qui illuminent une pièce et qui te donnent l'impression que tout est possible, ne sont pas forcément les plus douées. Ce sont celles qui portent en elles des histoires de résilience, de croissance et de possibilités. Leur croyance est contagieuse, car leur récit se diffuse à travers leurs actions. Et quand tu es en leur présence, tu commences toi aussi à croire un peu plus en ta propre histoire. Voilà l'effet d'entraînement du récit. Il ne s'arrête pas à toi, il influence aussi la manière dont les autres interprètent leur propre vie. Le défi est simple, mais il n'est pas facile. Observe l'histoire que tu es en train de raconter. Attrape-toi sur le fait, lorsque tu répètes ces vieux récits qui te limitent. Demande-toi si cette narration t'est utile, si elle te rend plus fort ou plus faible. Et si elle ne te sert pas, choisis-en une meilleure. Car ton cerveau finira par croire l'histoire qu'il entend le plus souvent, et cette voix est généralement la tienne. C'est toi qui décides si cette voix sera un critique ou un coach, un gardien de prison ou un libérateur. En fin de compte, les histoires que nous nous racontons ne sont pas seulement le reflet de ce que nous sommes, elles sont les plans de ce que nous sommes en train de devenir. Si tu répètes sans cesse un récit de faiblesse, ta vie s'inclinera vers la faiblesse. Mais si tu portes une histoire de résilience, ta vie s'élèvera vers la force. Alors pose-toi la question dès maintenant, quelle histoire es-tu en train de répéter? Est-ce une histoire de limitation ou une histoire de possibilité? Car peu importe celle que tu choisis, ton cerveau la croira et ta vie suivra cette direction. Et si tu décides d'agir comme si tout finissait toujours par s'arranger pour toi, tu ne te racontes pas simplement un mensonge rassurant. Tu te donnes une structure solide pour affronter l'incertitude avec force, pour transformer les épreuves en entraînement et pour avancer vers un futur écrit par ton choix plutôt que par ta peur. Ce récit, répété chaque jour, devient plus qu'une pensée dans ton esprit. Il se transforme en réalité dans ta vie. Et tout commence avec le courage de te raconter une meilleure histoire. Depuis toujours, on nous répète qu'il faut être réaliste, comme si le réalisme était la voie la plus sage, la garantie contre la déception. Les parents disent cela à leurs enfants lorsqu'ils rêvent trop grand. Les professeurs le répètent aux élèves qui visent des objectifs jugés trop ambitieux. Les amis le disent lorsque nos projets les effraient plus qu'ils ne les inspirent. Mais si tu écoutes attentivement, tu remarqueras quelque chose derrière ces mots. Bien souvent, sois réaliste ne signifie pas équilibre ou clarté. Cela veut dire réduis tes attentes. Cela veut dire ne vise pas trop haut. Cela veut dire prépare-toi à la déception en choisissant de plus petits rêves. Mais en pratique, ce genre de réalisme n'est rien d'autre qu'une résignation déguisée en sagesse. Il donne l'impression d'être en sécurité. Mais en réalité, c'est précisément ce qui empêche tant de personnes de vivre la vie dont elles sont capables. Quand tu laisses le réalisme dominer ta pensée, il éteint peu à peu la possibilité. Au lieu d'oser demander « et si cela marchait ?», tu commences à murmurer « et si ça échouait ?» Cette différence de langage peut sembler minime, mais elle change tout. La première question te pousse à avancer, la seconde te maintient immobile. Et l'ironie, c'est que l'approche dite réaliste finit souvent par créer exactement ce que les gens redoutent. Baisse tes ambitions pour éviter la déception, et tu te retrouves quand même avec une vie remplie de déceptions silencieuses. Évite les risques pour rester en sécurité, et tu te retrouves quand même agité, rongé par le « et si j'avais essayé ?» Sénèque nous mettait en garde. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdions beaucoup. Or, une vie passée à être trop réaliste est l'une des façons les plus efficaces de la gaspiller. Il y a une raison pour laquelle les grands penseurs et les grands leaders de l'histoire se sont rarement décrits comme des réalistes. Ils penchaient toujours vers quelque chose de plus audacieux. La possibilité, l'imagination, la vision. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que l'âme prend la couleur de ses pensées. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous nuisent, mais les jugements que nous portons sur eux. Aucun de ces sages n'a dit « réduis ta vie
pour qu'elle rentre dans ce qui paraît sûr. Il savait que l'esprit humain n'est pas écrasé par l'échec en lui-même, mais par le refus d'essayer. Et qu'est-ce que le réalisme, sinon l'excuse subtile par laquelle nous justifions ce refus? Le piège du réalisme est sournois, car il se déguise en responsabilité. Tu peux même croire que tu es en train d'être prudent, que tu t'épargnes des déceptions inutiles. Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ce que tu fais réellement, c'est laisser la peur dicter tes choix. Le réalisme te souffle de ne pas lancer ton entreprise, car la plupart échouent. Il te dit de ne pas poursuivre cette relation, car le cœur pourrait se briser. Il te dit de ne pas sauter, car le sol sous tes pieds est plus familier que l'air au-dessus. Mais Carl Jung nous rappelait, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Le réalisme, lorsqu'il se transforme en résignation, te persuade que tu n'es rien de plus que ton passé ou ton présent. La croyance, au contraire, te permet d'agir comme si ton avenir pouvait encore être réécrit. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter toute forme de raison. L'optimisme aveugle peut être aussi destructeur que le réalisme paralysant. L'équilibre se trouve dans un espoir ancré. Choisir d'avancer, non parce que l'issue est certaine, mais parce que tu te fais confiance pour t'adapter. Quand les gens te disent d'être réaliste, ce qu'ils veulent souvent dire c'est « n'attends pas trop ». Mais pourquoi pas? Pourquoi ne devrais-tu pas attendre davantage de toi-même, de ton travail, de tes relations? Pourquoi devrais-tu troquer la possibilité de grandeur contre la garantie de médiocrité? Il est vrai que tous les rêves ne se réalisent pas. Mais il est tout aussi vrai qu'aucun rêve ne peut exister sans le courage d'être poursuivi. Le réaliste évite la douleur en ne montant jamais sur le ring. Celui qui agit avec foi endure la douleur, mais découvre aussi la transformation. Laquelle de ces deux voies honore vraiment le court laps de temps qui nous est donné? Le réalisme a aussi un autre danger. Il devient une prophétie auto-réalisatrice. Si tu crois que tes efforts échoueront, tu agiras inconsciemment de manière à confirmer cette croyance. Tu hésiteras au lieu d'agir. Tu éviteras au lieu de tenter. Tu interpréteras chaque revers comme la preuve que tu étais naïf d'essayer. Le réaliste appelle cela de la sagesse, mais en vérité, c'est une reddition. Épictète nous rappelait, tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention. Si ton attention se porte sur l'évitement de la déception, ta vie devient une suite de risques esquivés, d'occasions manquées et de regrets silencieux. On le voit clairement dans les moments de transition. Une personne perd son emploi et le réalisme lui dit « N'attends rien de mieux, contente-toi de ce que tu peux trouver. » Une autre perd son emploi et sa croyance lui dit « C'est peu, être l'occasion d'entrer dans quelque chose de plus aligné avec qui je suis vraiment. » Les deux vivent la même perte. L'une se résigne, l'autre se transforme. La différence vient de la voie qu'elles choisissent d'écouter. Les personnes que nous admirons le plus n'ont presque jamais mené une vie réaliste. Ce sont celles qui ont choisi d'agir comme si la possibilité valait la peine d'être poursuivie, même lorsque cela semblait insensé aux yeux des autres. Leurs histoires nous rappellent que le chemin le plus sûr est souvent le plus dangereux, car il mène à une vie jamais pleinement vécue. Socrate rappelait à ses disciples « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » Examiner sa vie, c'est se demander si l'on fait ses choix par liberté ou par peur. Trop souvent, le réalisme se déguise si bien, en peur que nous ne reconnaissons même plus sa voix. Lorsque tu t'autorises à t'élever au-dessus du réalisme, tu découvres que la vie n'est pas une question de garantie, mais de participation. Elle consiste à se présenter pleinement, même quand l'issue demeure incertaine. Celui qui agit uniquement lorsque la certitude est promise ne bougera jamais. Celui qui agit avec croyance, qui ose attendre davantage de lui-même, commence à façonner des résultats qui, au départ, étaient invisibles. C'est pourquoi l'optimisme n'est pas une naïveté, mais un courage. Il faut du courage pour voir des possibilités là où d'autres ne voient que des limites. Il faut du courage pour entrer dans l'inconnu, en portant la conviction que quelque chose de significatif en émergera. En vérité, la plupart des gens ne sont pas vaincus par les obstacles extérieurs. Ils sont vaincus par l'histoire intérieure de ce qui est réaliste. Ils n'écrivent jamais le livre, ne lancent jamais le projet, ne poursuivent jamais leurs rêves, parce qu'ils se sont convaincus que c'était impossible. Et pourtant, l'histoire regorge d'exemples de ceux qui ont ignoré le réalisme et créé l'extraordinaire. Étaient-ce réalistes
pour un philosophe de passer des années à écrire des méditations destinées à lui seul, des mots qui allaient pourtant survivre des siècles à son empire? Était-ce réaliste pour un artiste de peindre alors que personne ne valorisait son œuvre de son vivant? Et pourtant, leur refus de se laisser enfermer par le réalisme a offert au monde des trésors qui traversent encore le temps. Tu n'as pas besoin de rejeter toute prudence ni d'ignorer les faits. Mais tu dois savoir reconnaître le moment où le réalisme cesse d'être un guide pour devenir une prison. Lorsqu'il arrête de te protéger et commence à t'enchaîner, le choix le plus sage n'est pas de rapetisser tes rêves, mais d'élargir ton courage. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira d'être réaliste, prends un instant pour écouter attentivement. Te donne-t-il vraiment un conseil de sagesse, ou bien projette-t-il leur propre peur? T'encourage-t-il à te préparer avec soin, ou bien t'invite-t-il subtilement à baisser tes standards? Tu sauras faire la différence, car l'un de ces discours t'affûtera, tandis que l'autre te rétrécira. L'un te laissera plus fort, l'autre plus petit. Et lorsque tu verras clairement cette distinction, tu comprendras pourquoi, bien souvent, le réalisme n'est rien d'autre qu'un autre nom pour la résignation. Le plus grand piège du réalisme, c'est qu'il a l'air sensé. Il murmure que tu es avisé d'éviter le risque, que tu es malin de réduire tes attentes. Mais en vérité, il te maintient prisonnier du même terrain étroit, sans jamais oser regarder au-delà. Or, la vie est bien trop courte pour cela. Si tu veux la vivre pleinement, tu dois être prêt à risquer la déception pour avoir une chance de découverte. L'alternative, une vie façonnée par la peur, déguisée en réalisme, n'est pas une vie du tout. Au fond, l'enjeu n'est pas d'abandonner tout réalisme, mais de le voir tel qu'il est bien souvent. Un masque de résignation, une voix de peur. Ton rôle est de la remplacer par une voix plus forte, une voix qui dit « Même si j'échoue, j'apprendrai. Même si je trébuche, je me relèverai. Même si je perds, je grandirai. » Ce n'est pas un espoir irréfléchi, c'est une croyance disciplinée, et c'est elle qui transforme la vie. De quelque chose que l'on subit simplement, en quelque chose que l'on vit pleinement. Car la vérité, c'est que jamais le réalisme n'a fait progresser le monde. Ce sont toujours ceux qui ont osé croire en davantage. Deux personnes peuvent traverser exactement le même moment de vie, et pourtant en sortir avec deux réalités totalement différentes. L'une perd son emploi et se dit en silence. Voilà la preuve que je n'étais pas assez bon. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut. Peut-être que la vie est contre moi. Si prompté, l'autre perd aussi son emploi et se dit « Cela fait mal, mais peut-être que c'est une ouverture vers quelque chose de meilleur. Peut-être que c'est le moment où l'on me pousse vers un chemin que je n'aurais jamais choisi par moi-même. » Les faits sont identiques. Toutes deux sont au chômage. Toutes deux ont des factures à payer. Toutes deux ressentent le poids de l'incertitude. Mais le sens qu'elles attribuent à cet événement, la lentille par laquelle elles le regardent, change absolument tout dans la manière dont leur avenir se déroulera. Carl Jung disait « Tout dépend de la façon dont nous regardons les choses, et non de ce qu'elles sont en elles-mêmes. » Voilà ce que fait cette lentille. Cette lentille n'est pas quelque chose que l'on enfile de temps en temps. Elle est toujours là. C'est l'ensemble des histoires, des croyances et des suppositions qui façonnent la manière dont tu interprètes chaque expérience. La même averse peut être pour l'un un après-midi gâché et pour l'autre une bénédiction. La même critique peut écraser une personne et pousser une autre à s'améliorer. Le même rejet peut être la preuve d'une prétendue faiblesse pour certains et une redirection vers une meilleure voie pour d'autres. Ce n'est pas la vie qui attribue un sens à nos moments, c'est nous. Et ce sens a des conséquences réelles, car il détermine non seulement ce que nous ressentons, mais aussi ce que nous faisons ensuite. Le danger, c'est que la plupart d'entre nous ne réalisent même pas qu'ils regardent à travers une lentille. Nous croyons voir la réalité, alors que nous voyons en fait la réalité filtrée par des couches d'expériences passées, de peurs anciennes et d'histoires répétées si souvent que nous ne les remettons même plus en question. Quelqu'un qui a grandi en entendant qu'il n'arriverait jamais à rien risque de voir chaque obstacle comme une confirmation de ce scénario. À l'inverse, celui qu'on a encouragé à expérimenter et à échouer verra dans ces mêmes obstacles des tremplins. Les deux observent pourtant la même situation, mais leurs lentilles sont si différentes qu'ils semblent vivre dans deux mondes distincts. C'est pour cela que la conscience de soi est cruciale.
Si tu ne prends pas le temps d'examiner la lentille à travers laquelle tu regardes, elle dirigera silencieusement ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Sénèque écrivait: Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Il ne niait pas la douleur, il soulignait simplement que notre lentille amplifie souvent nos souffrances de manière inutile. Nous imaginons des issues qui ne se produiront jamais. Nous interprétons des difficultés comme permanentes, alors qu'elles ne sont souvent que temporaires. Nous laissons l'histoire que nous nous racontons alourdir encore ce qui est déjà lourd. Mais lorsque tu prends conscience que ta souffrance est amplifiée par ton interprétation, tu commences à desserrer son emprise. Réfléchis à la manière dont cela se manifeste dans ta vie quotidienne. Un revers au travail peut être perçu comme une humiliation ou comme une incitation à affûter tes compétences. Une conversation difficile peut être vue comme la preuve que les relations sont fragiles ou comme une occasion de les renforcer par l'honnêteté. Même le silence de quelqu'un peut être interprété comme un rejet ou comme une invitation à développer ton indépendance. La lentille que tu choisis ne modifie pas seulement ce que tu ressens dans l'instant, elle trace aussi une trajectoire pour ton énergie. Une voie mène au désespoir, l'autre à la résilience. Épictète rappelait souvent à ses élèves que les événements eux-mêmes sont indifférents. Ce sont nos jugements qui créent le tumulte. Si tu entraînes ton esprit à suspendre son jugement avant de qualifier un événement de bon ou de mauvais, tu t'offres la possibilité de lui donner un sens plus intentionnel. Perdre un emploi n'est ni une malédiction, ni une bénédiction en soi. C'est une matière brute. Ce que tu en construis dépend de la lentille que tu choisis d'appliquer. Et voici la vérité subtile. Cette lentille ne change pas seulement ta façon de penser, elle modifie aussi ta manière d'agir. Et ces actions, elles, créent des résultats bien réels et tangibles. Imagine quelqu'un qui se dit après un échec: Je ne suis pas assez bon. Avec cette croyance, il cesse d'essayer, évite les risques et fuit les opportunités. La lentille l'a enfermé dans un cycle qui finit par transformer son histoire en réalité. À l'inverse, une personne qui se dit c'est une ouverture vers quelque chose de meilleur trouve l'énergie de tisser des liens, de chercher de nouvelles pistes, d'affiner ses compétences. Elle entre dans les pièces avec curiosité plutôt qu'avec honte. Elle n'obtient peu, être pas immédiatement le résultat idéal, mais sa lentille la met en mouvement. Et le mouvement, c'est ce qui crée les opportunités. L'événement était le même, mais la lentille a construit deux avenirs totalement différents. Le plus difficile, c'est que ces lentilles ne sont pas toujours choisies consciemment. Bien souvent, elles sont héritées. Elles nous ont été transmises par nos parents, renforcées par nos professeurs, façonnées par nos premières expériences. Peu, être qu'on t'a dit de toujours, jouer la sécurité. Et aujourd'hui, la sécurité colore chacune de tes décisions. Peu, être qu'on t'a appris que le monde est dur. Et maintenant, tu interprètes chaque interaction avec méfiance. Changer de lentille ne se fait pas en un instant. Cela se produit par étapes, dans de petits moments. Cela arrive quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, et que tu prends une pause pour te demander: que pourrait signifier cela autrement? Cette simple question crée une fissure dans l'ancien récit, une ouverture où un nouveau sens peut entrer, et, peu à peu, ces moments s'accumulent, et la lentille commence à s'éclaircir. Jung rappelait: le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Mais tu ne peux pas devenir celui que tu es destiné à être si tu restes prisonnier d'une lentille forgée par la peur et la résignation. Tu te découvres en remodelant le sens de tes expériences, en les transformant en quelque chose qui construit plutôt qu'en quelque chose qui détruit. Il est important de comprendre que choisir une autre lentille ne signifie pas nier la douleur. Ce n'est pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est apprendre à tenir la douleur d'une main et la possibilité de l'autre. C'est dire: oui, cela fait mal, et oui, cela peut aussi m'apporter un enseignement. Tire. Le réaliste appellera cela de la naïveté, mais le stoïcien y verra de la force, car la force ne consiste pas à ignorer la tempête, mais à choisir la manière dont tu te vois en son sein. Regarde attentivement les personnes que tu admires le plus, et tu remarqueras qu'elles ne sont pas celles qui ont évité les épreuves. Ce ne sont pas celles qui ont traversé la vie sans obstacle. Ce sont celles qui ont interprété la difficulté autrement. Elles n'ont pas vu l'échec comme un verdict final, mais comme un entraînement. Elles n'ont pas perçu le rejet comme une preuve d'indignité,
mais comme une redirection. Leur lentille n'a pas supprimé la difficulté, mais elle l'a transformée en carburant. C'est pour cela que leur vie nous inspire, non pas parce qu'elles ont échappé aux luttes, mais parce qu'elles ont su transformer ces luttes en fondation. Chaque jour, la vie t'apporte des expériences. Certaines sont joyeuses, d'autres douloureuses, d'autres encore déroutantes. La lentille que tu portes détermine si ces expériences deviennent des ancres qui t'alourdissent ou des ailes qui t'élèvent. Tu peux les laisser t'enchaîner ou bien les utiliser pour te renforcer. Et même si tu ne contrôles pas toujours le moment ou la nature des événements, tu gardes toujours le contrôle du sens que tu leur donnes. Ce sens devient ta boussole. C'est lui qui guide ta direction, qui façonne ta capacité à endurer et qui détermine ce que tu construis ensuite. Alors, quand le prochain défi se présentera, et il viendra, rappelle-toi que tu as toujours le choix. Tu peux le regarder à travers la lentille qui dit « Cela prouve que je ne suis pas assez », ou bien à travers celle qui dit « C'est l'ouverture vers quelque chose que je ne vois pas encore ». Un chemin rétrécit ta vie, l'autre l'élargit. Et si tu commences à vivre avec la conviction que tout finit par s'arranger pour toi, ta lentille se mettra à chercher des preuves de cette vérité. Peu à peu, tu commenceras à remarquer des opportunités que tu avais manquées, une force que tu ne soupçonnais pas, des portes que tu ne savais même pas attendre, mais qui s'ouvrent devant toi. La lentille que tu portes colore chaque expérience. Mais c'est toi, toujours, qui choisis la teinte. Cette perception que tu choisis ne reste pas figée dans l'instant. Avec le temps, elle devient l'histoire même de ta vie. Chaque interprétation façonne une direction. Chaque décision prise sous l'influence d'une lentille devient une ligne supplémentaire dans le récit que tu écris. Si tu choisis la lentille qui enferme, ta vie se repliera sur elle-même. Si tu choisis la lentille qui libère, ta vie s'élargira. Et, au fil des jours, ce choix répété encore et encore devient ton histoire. C'est pourquoi il est essentiel de choisir consciemment, car un simple filtre appliqué à un moment peut finir par déterminer tout un destin. Si tu choisis la lentille qui libère plutôt que celle qui limite, tu finis par découvrir une vérité simple mais profonde. Le monde a toujours offert plus de possibilités que tu ne l'imaginais. Ce n'était pas la réalité qui devait changer, mais ton regard. Ton cerveau est l'un des conteurs d'histoire les plus puissants que tu rencontreras jamais. Et ce qu'il a d'étrange, c'est qu'il travaille toujours pour toi-même lorsqu'il te semble agir contre toi. À chaque seconde de ton existence, ton esprit balaie ton environnement, filtre une infinité de données et assemble une image qui te paraît cohérente. Mais voici le secret. Cette image n'est pas construite à partir d'une vérité absolue. Elle est bâtie à partir de l'histoire que tu lui as déjà donnée. Si tu répètes chaque jour à ton esprit que tu es malchanceux, ton cerveau se mettra à chercher des preuves pour confirmer cette histoire. Il mettra en avant chaque rejet, chaque occasion manquée, chaque déception, et les assemblera en une trame de malheur. Mais si tu choisis de lui dire « Les choses finissent toujours par s'arranger pour moi », ton cerveau changera de cap. Il commencera à repérer des opportunités, à remarquer des détails que tu aurais ignorés, à tisser des liens qui nourrissent la possibilité. Le monde n'aura pas changé. C'est ta lentille qui aura changé. Carl Jung disait « La perception est réelle, même si elle n'est pas la réalité ». Cela signifie que la manière dont tu cadres tes expériences devient la réalité dans laquelle tu vis. Ton cerveau ne cherche pas la vérité absolue, il cherche la cohérence. Si tu lui répètes sans cesse que tu es condamné à l'échec, il acceptera cette directive et alignera tes actions pour qu'elle valide cette croyance. Tu hésiteras là où tu devrais agir, tu douteras là où tu devrais persister, tu entreras dans une pièce déjà convaincue de ta défaite, et les autres le sentiront. Non pas parce que l'échec est écrit dans ton destin, mais parce que ton esprit exécute fidèlement les ordres que ta croyance lui a donnés. Ce mécanisme porte un nom scientifique, le biais de confirmation. C'est la tendance naturelle de ton cerveau à privilégier les informations qui confirment ce que tu crois déjà, tout en ignorant ou en minimisant celles qui le contredisent. C'est efficace pour économiser de l'énergie, mais c'est aussi une prison. Imagine que tu crois être malchanceux. Un inconnu te sourit dans la rue, ton esprit balaie l'événement d'un revers de main. Ce n'est rien. Mais si, un peu plus tard, quelqu'un te coupe la route en voiture, ton cerveau s'empresse de dire « Tu vois, preuve que tu es maudit ». Les deux événements se sont produits, mais ton esprit, déjà programmé par ta croyance, a décidé lequel comptait.
Épictète avait compris cela bien avant que la science moderne ne le démontre. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis. Ta réaction est déterminée par ce que ton esprit a été conditionné à remarquer. L'inverse est tout aussi vrai. Si tu donnes à ton esprit une croyance qui nourrit la croissance, il travaillera sans relâche pour en trouver la confirmation. Dis-toi, tout finit par s'arranger pour moi. Et soudain, le sourire d'un inconnu n'est plus insignifiant. Il devient un signe que le monde n'est pas aussi froid que tu le pensais. Être coupé sur la route n'est plus une malédiction, c'est simplement un rappel que tu es arrivé sain et sauf, une preuve que la chance est encore de ton côté. Les événements n'ont pas changé, mais leur sens a changé, et avec lui, le poids émotionnel que tu emportes s'allège. Marc Aurèle écrivait: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées règlent le filtre de ton esprit sur la possibilité plutôt que sur la peur, alors ta vie commence à s'incliner dans cette direction. Ce qui rend ce mécanisme encore plus puissant, c'est la boucle de rétroaction qu'il crée. Dès que ton esprit commence à trouver des preuves pour appuyer ta croyance, cette croyance se renforce. Tu te dis: je vais trouver une solution, puis tu remarques un petit progrès. Ce progrès nourrit ta conviction. Cette conviction te pousse à agir davantage, et chaque action produit de nouvelles preuves. À force, les frontières entre croyance et réalité s'estompent. Ce qui avait commencé comme un simple acte de foi devient une vérité soutenue par l'expérience. Voilà pourquoi tant de personnes qui décident de vivre comme si tout allait s'arranger pour elles finissent par constater que c'est exactement ce qui se produit. Non pas parce que l'univers se plie miraculeusement à leur volonté, mais parce que leur esprit les maintient en mouvement suffisamment longtemps pour créer les résultats qui valident l'histoire qu'elles ont choisie. Sénèque avait déjà décrit ce mécanisme lorsqu'il écrivait: nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Cette imagination, dont il parlait, n'est rien d'autre que le filtre de ton esprit en action. Lorsque ta peur domine, ton esprit se met à chercher les menaces, et il en trouve partout. Mais si ta croyance s'oriente vers la possibilité, ton esprit se met à chercher des solutions, et elles commencent à se multiplier. Le monde est rempli à la fois de dangers et d'opportunités. Ce qui détermine ce que tu vois le plus souvent, c'est le filtre que tu tends à ton esprit. Tu l'as sûrement déjà remarqué autour de toi. Certaines personnes transportent avec elles une aura de défaite. Où qu'elles aillent, elles semblent porter un poids invisible. Même quand quelque chose de positif leur arrive, elles le minimisent ou l'écartent d'un revers de main. Elles gagnent une petite victoire, mais se disent aussitôt: ça ne durera pas. Leur esprit prend cette consigne et range l'événement comme une exception, sans valeur réelle. D'autres, au contraire, avancent avec une forme tranquille d'optimisme. Même dans les revers, elles trouvent une leçon. Elles disent: cela m'apprend quelque chose dont j'aurai besoin plus tard. Leur cerveau, fidèle à ce récit, se met à chercher des enseignements plutôt que des preuves de malchance. Le même monde. Deux vies totalement différentes. La question, au fond, est simple mais décisive. Quel filtre donnes-tu à ton cerveau? Si tu l'alimentes avec des histoires de limites et de manques, ne sois pas surpris que ta vie finisse par refléter ces limites. Mais si tu lui offres des récits de résilience et de force, ton esprit deviendra ton allié. Il cherchera sans cesse des preuves pour confirmer ta solidité. C'est pour cela que la pratique du reframing, le recadrage, est si puissante. Lorsqu'un événement se déroule mal, au lieu de laisser ton cerveau confirmer immédiatement le pire scénario, tu peux t'arrêter et demander: que pourrait signifier cela autrement? Cette question simple fissure le filtre rigide de l'ancienne croyance et laisse entrer un peu de lumière. Perdre une opportunité ne doit pas automatiquement signifier: je ne suis pas assez bon. Tu peux aussi te dire: ce n'était pas le bon chemin, peut être qu'un meilleur est en train de se préparer. C'est ton décès. Un rejet ne doit pas être interprété comme une humiliation définitive. Il peut devenir une redirection. Un obstacle ne doit pas toujours être vu comme une punition. Il peut être considéré comme un entraînement. Ce n'est pas du déni, c'est du recadrage. Cela ne nie pas la douleur, mais cela refuse de la laisser dicter l'histoire. Ton cerveau ne se contente pas de chercher des preuves à l'extérieur de toi. Il les cherche aussi dans tes propres actions. Chaque geste que tu poses devient une donnée, une confirmation que ton esprit utilise pour renforcer ou affaiblir la croyance que tu portes. Si tu affirmes:
je suis résilient, puis que tu fais ne serait-ce qu'un petit pas en avant malgré la peur, ton cerveau enregistre cette preuve. Tu ne l'as pas seulement dit, tu l'as vécu. Au fil du temps, le poids accumulé de ces actions forme un système de croyances presque inébranlable. Épictète le rappelait ainsi: n'explique pas ta philosophie, incarne-la, car quand tes actes deviennent des preuves, ta philosophie se transforme en réalité. Bien sûr, ton cerveau a un penchant naturel pour la facilité. Il préfère recycler les anciens scripts, même lorsqu'ils te desservent. Le familier lui paraît toujours plus sûr, même s'il est nocif. C'est pour cela que changer de filtre peut sembler si inconfortable. Croire en la possibilité, quand tu t'es répété pendant des années une histoire d'échec, peut paraître artificiel, voire ridicule. Mais l'inconfort n'est pas un signe d'erreur. C'est le signe que tu brises une habitude ancienne. Aristote l'avait formulé avec clarté. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Changer ton filtre n'est pas une décision isolée, c'est une pratique répétée. C'est l'habitude de choisir, encore et encore, la possibilité plutôt que la peur, jusqu'à ce que ton esprit accepte ce nouveau récit comme sa normalité. Ce processus exige de la patience, car ton cerveau tentera régulièrement de te ramener vers l'ancien récit. Il cherchera à t'enfermer de nouveau dans tes schémas habituels, car ceux-ci lui demandent moins d'efforts. Tu sentiras parfois la tentation de retomber dans l'histoire ancienne, celle qui t'explique pourquoi tu n'es pas capable, pas prêt, ou condamné à échouer. Mais si tu persistes, si tu continues à offrir à ton esprit un filtre plus constructif, le basculement finit par arriver. Petit à petit, tu commenceras à voir émerger des opportunités là où auparavant tu ne percevais que des obstacles. Tu remarqueras une énergie différente en toi, une façon plus calme et plus confiante de répondre aux défis. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement ta biologie qui suit les instructions de la croyance que tu as choisie. Et voici la beauté de ce processus. Une fois que ton cerveau adopte un nouveau filtre, il se met à travailler pour toi, même sans que tu le demandes. Il commencera à mettre en lumière des liens que tu n'avais jamais remarqués. Il éveillera ta créativité, il fera émerger des intuitions, il guidera ton attention vers ce qui alimente ton histoire de résilience. Une croyance en la force intérieure rend ton esprit ingénieux. Une croyance en l'échec le rend défensif. Dans les deux cas, ton cerveau agit de manière cohérente avec le récit que tu lui as confié. Et dans les deux cas, cela devient une prophétie qui s'accomplit. Mais un seul de ces chemins t'ouvre à la croissance. Tout revient donc à cette question centrale: quel filtre choisis-tu de donner à ton cerveau? Si tu lui offres des récits de limites et de défaites, ta vie se pliera tôt ou tard à ses limites. Mais si tu lui transmets des histoires de résilience, ton esprit deviendra ton partenaire. Il travaillera sans relâche pour repérer des signes, des preuves et des opportunités qui confirment ta force. Dans les deux cas, la prophétie se réalise. Mais seul le second choix conduit à la croissance.